Et nous allons enchaîner avec le deuxième intervenant, c'est Jawad Dabouno, professeur de la faculté des sciences et techniques de stats, de mathématiques, qui va nous faire une présentation sur le thème « Modélisation des réseaux sociaux dans un territoire et suivi de la propagation géographique d'une pandémie ». C'est Jawad Dabouno, la parole est à vous. Bonjour, merci beaucoup. Merci Michel pour cette intervention très, très enrichissante, comme d'habitude. D'ailleurs, beaucoup de ce que je dis, de ce que je pense, était une inspiration de Michel. Et c'est beaucoup grâce à lui que j'essaie toujours de mixer technologie, mathématiques, mais aussi pensée, philosophie et un peu les aspects sociaux aussi qui sont attachés à ces technologies. Donc, mon intervention va être un petit peu différente de ce qu'a présenté Michel, quoique je vais essayer de temps en temps de faire des liens entre ce qu'il a présenté et ce que je présenterai moi-même. Je ne vais pas beaucoup parler de modélisation des réseaux sociaux dans un territoire et suivi de la propagation géographique d'une pandémie. Ça, c'est le projet que nous avons soumis au CNRST, qui a été donc accepté à côté de celui de mon collègue et ami Hassan Sofi, qui va lui aussi parler de modélisation mathématique pour le Covid-19 ou contre le Covid-19. Donc, je ne vais pas beaucoup parler de ça. Je vais beaucoup plus essayer de présenter les idées qui sont derrière plus que des résultats, puisque le projet vient d'être lancé. Et les motivations aussi qui ont fait que là, il y a en même temps territoire, réseau social, et puis géographie et modélisation. Voilà, donc tout d'abord, une introduction pour dire que les mathématiques jouent un rôle très intéressant dans beaucoup de domaines, en particulier dans l'analyse, dans le suivi de la propagation des pandémies. Mais avant ça, je tiens quand même à préciser que je ne suis pas spécialiste des épidémies. Donc, je risque de dire beaucoup de bêtises. Et ça, je ne m'intéressais pas, pour être sincère, à ce domaine. Mais vu que la COVID-19 est là, il fallait que, bien sûr, on contribue à trouver ou à proposer des solutions ou des manières de lutter contre. Ce qui est aussi intéressant pour la COVID-19, c'est que ça profite à l'université, puisqu'il a permis de promouvoir un peu les mathématiques ou la mathématisation des approches. On voit souvent sur la télé des courbes, des analyses statistiques, des corrélations, etc. Donc, on parle beaucoup de ça. C'est très intéressant pour l'université. Il y a une certaine ubiquité de la pandémie, de Covid-19, tout le monde en parle. Elle est partout, comme un petit peu l'informatique ou le numérique ou l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Et ça profite à l'université, comme je viens de dire. Ça favorise aussi la multidisciplinarité, c'est en particulier mon cas. Moi, je ne m'intéresse pas beaucoup à ces aspects. Et je suis obligé aussi de toucher à l'informatique pour développer, pour coder, aussi, et puis aux mathématiques, parce que les modèles, il faut les comprendre, les concevoir. Et puis le problème réel, concret, qui n'est ni mathématique ni informatique, et puis aux aspects sociaux, le territoire et un petit peu les relations sociales qui s'y trouvent. Ça permet, donc, la COVID-19 a permis aussi l'ouverture de la recherche. On trouve beaucoup d'articles qui sont devenus open. Il y a beaucoup de collaborations, beaucoup de chercheurs, beaucoup de webinaires comme celui que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui. Ça favorise aussi l'émergence de nouvelles technologies, certainement, comme toutes les crises. Et comprendre les mathématiques va nous permettre de comprendre les tendances pandémiques et finalement de
permettre aux décideurs de prendre des décisions pertinentes. Voilà, donc ça permet aussi, donc les modèles mathématiques facilitent la communication entre les différents intervenants parce que mathématiques veut dire symboliser d'une manière pertinente, diminuer l'ambiguïté. La puissance des mathématiques mixée ou complétée par la puissance des machines permet de résoudre des problèmes assez complexes. La contribution principale c'est aussi d'estimer l'efficacité ou bien l'impact des mesures prises sur la propagation de la pandémie. Donc voilà, donc la modélisation, les modèles mathématiques, on les utilise soit pour modéliser l'émergence, l'apparition et la dynamique des épidémies. On peut aussi les utiliser pour modéliser la prévention pour la prévention de la propagation des maladies, et en particulier les effets des gestes barrières et des différentes mesures prises. Modéliser les mutations du comportement viral par des analyses de données. Modéliser le modèle mathématique pour la pharmacologie, pour la production aussi de médicaments. Et des modèles, c'est là où moi je vais contribuer principalement, et la possibilité de développer des modèles territoriaux, de systèmes d'information territorial, Territorial Information Systems, en situation de pandémie. Donc, les systèmes d'information territoriaux qui vont essayer de rendre visible et intelligible ce qui se passe dans un territoire en période de pandémie. Mais au-delà de juste comprendre ce qui se passe et prendre des mesures par des spécialistes ou des autorités, ce que je veux faire aussi, c'est permettre à ces systèmes d'information territoriaux qui vont à la fois collecter des données, faire des analyses et visualiser un peu des tendances, c'est qu'ils vont jouer aussi le rôle de système d'information, de système de management de la connaissance territoriale. Et donc, ça va aussi servir à partager, à disséminer de la connaissance autour des pandémies, à sensibiliser les habitants et aussi à suivre sur les risques. Michel a parlé de certains de ces risques, mais essayer de suivre un peu l'évolution de la pandémie dans un territoire, en particulier en fonction des mesures prises. Et donc, suivre aussi les impacts sociaux globaux des pandémies. Là, on ne s'intéresse pas seulement à la santé, mais on peut prendre tout le spectre des enjeux sociétaux dans un territoire ou quand je dis territoire, ça peut être l'État, tout un pays. Et aussi la modélisation des réseaux, parce que la pandémie, finalement, elle se propage parce qu'elle suit des réseaux sociaux, familiaux, humains ou de travail. Les modèles mathématiques bénéficient, bien sûr, pour faire tout ça, de l'intelligence artificielle et de la science des données ou de data science ou de l'analyse des données. Voilà, donc beaucoup de l'intelligence artificielle est apparue, on a voulu aussi faire apparaître l'intelligence artificielle comportant beaucoup de solutions lors de cette pandémie, donc soit dans la biotechnologie, l'imagerie médicale, et j'en passe. Dans la production aussi des médicaments, il y a des algorithmes qui sélectionnent les meilleures combinaisons pour la création de molécules les mieux adaptées, etc. Donc, avant de passer aux tests concrets sur soit des humains, soit des animaux, ça permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe. Voilà. Et puis, ça permet aussi d'analyser. L'intelligence artificielle permet aussi de prévenir, de détecter, après analyser les données. Voilà. Et puis tout ça, on le voit sous forme de courbes, dans des articles,
On voit ici l'impact des masques, etc. Donc derrière, déjà lorsqu'on voit des cours comme ça, on comprend qu'il y a de l'informatique, qu'il y a des mathématiques et il y a bien sûr de l'analyse des données. Voilà, des algorithmes à partir d'une équation, la programme, on voit un peu ce qui sort. Et puis, on peut aussi suivre les flux humains dans un territoire et puis, en fonction de ces flux, essayer de prédire la propagation de la pandémie à l'aide de formules que je vais essayer de présenter d'une manière très, très simple. Voilà, donc, à la base de tout ce que je viens de dire, il y a la modélisation de la propagation d'une pandémie, de la transmission des virus. Donc, on suppose qu'il y a une communauté et un territoire. Donc, bien sûr, après, le territoire, ça ne va pas être un rectangle, ça va être une carte d'un territoire avec beaucoup de choses dedans, beaucoup plus complexe. Mais au début, pour avoir les idées claires, on va commencer par un exemple simple. Je considère qu'on a une superficie sur laquelle se déplacent des gens. Bien sûr, s'il n'y a pas une personne infectée, il n'y aura rien. Donc, on suppose qu'on est une personne infectée. Et les autres, on va dire qu'ils sont susceptibles. C'est le modèle que nous allons essayer de présenter. Donc, je vais introduire le modèle et certainement, si Hassan et M. Tiliwa vont pousser un petit peu les choses beaucoup plus loin. Donc, on distingue dans une communauté les gens qui sont infectés ou qui deviennent par conséquent infectieux, donc qui font propager le virus, et des gens susceptibles, c'est-à-dire qui peuvent être infectés, surtout lorsqu'ils entrent en contact avec les gens infectés. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé. Donc, l'individu infecté peut propager donc le virus. Après, ça se propage plus, encore. Et puis, on suppose parfois dans certains modèles qu'une personne infectée peut être retirée, soit immunisée, soit parfois morte. Mais de toute manière, elle ne va plus propager la pandémie. Donc, nous avons 3 catégories. Les gens qui sont susceptibles d'être infectés, les gens qui sont déjà infectés et les gens qui sont retirés. Voilà. Donc, des gens qui étaient infectés deviennent retirés, des gens qui étaient susceptibles d'être infectés deviennent infectés. Et nous sommes, puisque ça se produit dans le temps, ça évolue. Donc, on peut penser à utiliser les notions mathématiques qui ont été utilisées dans la modélisation des systèmes dynamiques. Un système dynamique est défini ou bien caractérisé par des variables qui définissent son état. Et là, nous avons à un moment donné dans un territoire, dans une communauté, nous avons un certain nombre de personnes qui sont susceptibles d'être infectées, un certain nombre de personnes infectées et un certain nombre de personnes qui sont retirées, c'est-à-dire qui étaient infectées mais qui ne le seront plus dans ce modèle. Bien sûr, on peut le COVID, on peut ne pas être dans cette situation avec le COVID-19 parce que les recherches sont en cours. On ne sait pas si les gens retirés vont après un certain moment devenir aussi susceptibles ou pas. Mais là, je parle de ça, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus pour expliquer la modélisation que de traiter le cas concret auquel on fait face aujourd'hui. Voilà, le S, le I, le R désignent le nombre de personnes donc susceptibles, le nombre de personnes infectées et le nombre de personnes retirées. Et ils sont en fonction du temps. Voilà, les gens se déplacent, d'accord, donc les gens dans le territoire se déplacent. Parce que, autre chose, si les gens restent comme ça, à une certaine distance, c'est ce qui a un petit peu justifié le confinement, il n'y aurait pas de propagation de la pandémie, mais les gens bougent, et on émet des hypothèses. On dit quoi? On suppose que les gens, quand ils bougent de la même manière. Et
parcourt un petit peu le territoire de la même manière et que chaque individu a la même probabilité, chaque couple a la même probabilité de se rencontrer, donc d'avoir la possibilité qu'il y ait une infection, que n'importe quel autre paire d'individus. Et voilà, donc, comme j'ai dit, nous avons des variables qui définissent l'état du système dynamique. Le S de T à l'instant T, c'est le nombre d'individus susceptibles d'être infectés. I de T à l'instant T, nombre d'individus infectés. Et R de T, à l'instant T, nombre d'individus retirés. Et les gens bougent, comme je l'ai dit, on suppose qu'ils bougent de la même manière. Et le déplacement dans le territoire, donc les hypothèses, est le même pour tous les individus. Et la probabilité que deux individus se rencontrent est la même pour tout couple d'individus. C'est un petit peu la base de ce que nous allons prendre pour développer le modèle. Donc, voilà. Et il y a aussi le modèle, c'est un modèle à compartiment, c'est-à-dire qu'on va supposer, bien sûr, les gens, ils sont mélangés, mais conceptuellement, on peut supposer que nous avons bien sûr, parce que c'est une réalité, nous avons les gens qui sont susceptibles, infectés et retirés. Et qu'est-ce qui se passe parmi les gens susceptibles qui ne sont pas malades? Certains vont devenir infectés. Et parmi les gens qui sont infectés, certains vont devenir retirés, c'est-à-dire vont passer dans l'autre compartiment. Et la modélisation de la propagation de la pandémie consiste à décrire la manière ou la vitesse avec laquelle les nombres qui sont là, susceptibles, vont devenir infectés et la vitesse avec laquelle les gens qui sont infectés deviennent retirés, donc sortent un peu du lot. Et quand je dis la vitesse, c'est à la fois, bien sûr, la vitesse, c'est la formule qui va donner la vitesse, c'est-à-dire les relations entre ces trois variables d'état. Voilà, donc, quelle est la dynamique du modèle SIR? Le modèle SIR, c'est le modèle que je viens de décrire, qui suppose que nous avons trois catégories d'individus dans un territoire. Et la première question que l'on va se poser, c'est comment une personne qui est là, qui est susceptible, devient infectée. Comment il devient infecté? Il devient infecté, on l'a dit, lorsque elle entre en contact avec une personne déjà infectée. Et voilà, donc automatiquement, il va passer un peu du compartiment des gens susceptibles vers les gens infectés. Et puis, comment une personne qui est infectée devient retirée, va se retirer du lot des gens infectés. Voilà, donc c'est ce que nous allons essayer de modéliser, d'expliquer. On a dit que c'est lorsque une personne susceptible, donc un susceptible peut être infecté s'il est en contact avec un infecté. Comme ici, nous avons une personne susceptible et une personne qui est déjà infectée et sont en contact, encore moins d'1 mètre, sans masque, par exemple. Donc, et bien sûr, le virus va se propager de l'un vers l'autre. Ce n'est pas toujours le cas. Voilà, donc un susceptible peut être infecté s'il est en contact avec un infecté. C'est-à-dire qu'il y a là aussi une probabilité que l'on va supposer constante. Lorsque deux personnes sont à moins d'1 mètre, sans masque, sans geste barrière, il y a une probabilité que le virus passe de l'un vers l'autre. Donc, voilà, il est devenu infecté parce qu'ils étaient dans les conditions qui font que... Et la probabilité a joué contre... donc, un susceptible peut être infecté s'il est en contact, mais il est retiré aussi. Il faut trouver le moyen il faut expliquer pourquoi ils deviennent retirés, ou du moins, quelle est la probabilité qu'à un instant donné, on ait tant de personnes retirées. Donc, par exemple, par jour, combien de personnes vont devenir retirées alors qu'ils étaient infectés. Ce qu'on observe, ce qu'on remarque, c'est que cela dépend de
là, je parle de comment une personne qui est susceptible va devenir infectée. Ça dépend des mouvements, ça dépend de… c'est pour ça dans mon projet, je m'intéresse au territoire. Parce que si je prends deux territoires différents, un territoire où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'interactions entre les gens, une grande densité, ce n'est pas comme un territoire où les gens sont… il y a moins de dynamique, moins de mouvements, moins de déplacements des gens, moins de contacts. Et c'est à l'échelle, je pense, c'est à l'échelle du territoire que l'on peut avoir des représentations pertinentes et aussi à mesurer l'impact des mesures prises. Parce que si je prends, par exemple, le Maroc, j'aurais il y a beaucoup de différences entre les territoires. Et si je prends une moyenne, j'efface toute un peu la réalité qui est cachée derrière les mesures. D'accord? Parce que si je veux, par exemple, mesurer l'impact du port de masque sur la propagation, ou bien sur la limitation de la propagation de la pandémie, il est intéressant de le prendre, de faire au niveau d'un territoire qu'à l'échelle nationale, parce que les territoires, parce qu'il y a d'autres différences, d'autres choses qui différencient les territoires. Voilà, donc comment un susceptible va être infecté. Donc, je vous rappelle qu'on suppose que dans le territoire, les gens se déplacent de la même manière. Donc, nous avons une probabilité de se trouver dans n'importe quel point qui est égale par personne et aussi par point dans l'espace. Donc, je suppose que les gens circulent. Ça, c'est déjà une limitation dans le projet que nous avons proposé. Nous allons essayer un petit peu de personnaliser cette conception, cette modélisation et de lier, de mettre, par exemple, prendre les individus, puisqu'on peut le faire au niveau d'un territoire, au moins en considérant les familles ou les groupements, on va mettre un peu le degré d'activité ou bien la dynamique de la personne dans le territoire et là où il se déplace, là où il ne se déplace pas. Donc, la probabilité pour un susceptible d'être infecté est proportionnelle au nombre d'infectés. Quand il y a une seule personne, il a moins de probabilité qu'il le contacte, mais s'il y a deux personnes, la probabilité augmente. Parce que, et comme on a supposé une homogénéité du déplacement, etc., donc il va être proportionnel au nombre d'infectés. Pour ce monsieur qui est susceptible, donc la probabilité qu'il devienne infecté est proportionnelle au nombre de personnes. S'il y a 4, il a 4 fois plus de probabilité d'être infecté que s'il y a une seule personne infectée à côté de lui dans le territoire. Mais la probabilité aussi de propager la pandémie, elle est proportionnelle en même temps au nombre de personnes susceptibles, c'est-à-dire à la densité en quelque sorte. Si vous avez un territoire où il y a beaucoup de monde, donc ils vont occuper beaucoup de place dans le territoire et il y a une personne qui est infectée, il va se déplacer, donc il a plus de chances de rencontrer des gens susceptibles et donc de propager l'infection. Voilà, donc il y a beaucoup plus de chances de rencontrer les gens que s'il y a une seule personne infectée, comme on a vu au début. Voilà, donc là, on revient. Donc, nous avons des formules qui expriment ce que je viens de dire, que la dérivée, donc je vais introduire les mathématiques, mais c'est Hassan et M. Kiliwa vont aller beaucoup plus loin et moi, je vais m'arrêter à ce niveau. La vitesse de propagation, et là, je mets le petit s et non pas le grand S. Pourquoi? Parce que le petit s, c'est le grand S divisé par n. N, c'est quoi? C'est la population du territoire considéré. Donc, la vitesse de propagation de S par rapport au temps, donc ce qui va définir un petit peu la dynamique du système dont j'ai parlé au début, elle est égale à moins bêta fois S de t fois I de t. Vous vous rappelez, on a dit s'il y a beaucoup de personnes susceptibles, ça augmente le nombre d'infections possibles. S'il y a plus de personnes infectées, ça aussi augmente. On a dit que ça va être proportionnel parce qu'on a supposé une certaine homogénéité dans la répartition des individus sur le territoire et aussi des déplacements des gens. De la même manière, et là je ne vais pas beaucoup l'expliquer, la vitesse de
de passage, donc la dérivée de R par rapport à T, c'est-à-dire les gens vont devenir retirés alors qu'ils étaient infectés, parce qu'ils ont guéri ou malheureusement ils sont morts. Donc, ce dynamique, cette vitesse de R, elle est égale à alpha fois I de T. Bêta et alpha, on suppose ici, dans ce modèle simple, qu'elles sont constantes. Mais après, comme j'ai dit, on va supposer que le bêta est lié aux gens, aux personnes, au niveau d'un territoire, et que le alpha aussi dépend des gens parce que l'état de santé de la personne, beaucoup de choses de son immunité va favoriser ou ne pas favoriser qu'il passe dans le compartiment des gens retirés. Pour le reste, je vais aller très vite parce que je crains que… voilà, donc, comme j'ai dit, au lieu d'utiliser les nombres, on va utiliser des fractions. Je reviens ici pour dire juste que le signe moins ici veut dire qu'avec le temps, on a moins de personnes susceptibles. Parce qu'au début, on suppose que dans un territoire, tout le monde est sain, il n'y avait pas de problème. Et puis, il y a eu l'apparition d'un infecté. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? Le nombre de personnes qui sont susceptibles diminue. Donc, la dérivée est négative et bêta est positive. Voilà, donc bien sûr, parce que dans ce modèle, on ne suppose pas que les gens qui sont là, qui sont retirés, reviennent. Sinon, le système va être beaucoup plus complexe. Donc, le modèle CIR, ici, on le résume, et on peut le complexifier. Donc, quand on met en quarantaine une personne, ça veut dire qu'il ne joue plus dans la propagation de la pandémie. C'est comme s'il est devenu retiré. Justement, on l'a retiré, etc. Donc, il y a beaucoup de cas. Et c'est, comme j'avais dit, c'est là où on va un peu innover dans nos projets. Je passe tout ça. Et là, je reviens à autre chose, ce qui justifie un peu mon projet. C'est le paradoxe du numérique. Et là, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Michel. Le numérique, c'est à la fois innover, découvrir, expérimenter, s'ouvrir, partager, collaborer, réseauter, socialiser. Il y a des choses ouvertes, intéressantes. Mais aussi, le numérique, c'est l'informatique, comme aime bien dire Michel. C'est aussi rationaliser, automatiser, coder, quand je code, verrouiller, rigidifier, etc., les pratiques. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que il y a des gens qui croient qu'il suffit de mettre des modèles, de programmer, de mettre de l'intelligence artificielle pour que la pandémie soit vaincue. Ma pensée est tout autre. Pour moi, ce n'est pas le numérique qui va résoudre le problème, mais il peut contribuer, à condition, je vais parler du cerveau d'œuvre, qu'on y met de l'humain. D'ailleurs, là où il y a le plus de propagation de la pandémie, c'est aux États-Unis. Et aux États-Unis, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui manque. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a autre chose sur lesquelles il faut jouer et que, bien sûr, je vais essayer d'expliquer rapidement, mais très rapidement, c'est qu'il y a l'émergence des territoires et à un moment donné, on a parlé d'humaniser l'intelligence artificielle ou la technique d'une manière générale. Et je pense que les territoires ou les villes, parce qu'ils sont porteuses de savoir et de connaissances aussi d'humanisme, les villes vont favoriser ou pas favoriser donc l'utilisation des technologies. Et donc, je propose la mise en place d'une plateforme territoriale qui va permettre à la communauté territoriale d'échanger, de discuter, mais aussi de suivre et d'analyser. Et les données, on va collecter des données de manière avec les XY géographiques, donc avec géodaté, avec des référencements à l'espace. Et on va donc bien sûr après utiliser de l'analyse de machine learning pour puis analyser aussi les sentiments peut-être, le comportement de la population, aussi analyser le discours, les discussions, etc. Mais tout ça, pourquoi? C'est pour avoir donc une représentation de ce qui se passe au niveau d'un territoire, de la propagation de la pandémie et éventuellement de proposer des mesures. Mais cette plateforme territoriale que nous souhaitons faire, nous souhaitons la faire pour les citoyens, pour les habitants du territoire,
C'est-à-dire qu'on va réfléchir, qu'on va la concevoir d'une manière réflexive vers le territoire. On ne va pas exploiter les données, mais c'est la communauté elle-même qui va gérer. Et ça va nous mener vers une intelligence épidémique territoriale, parce qu'on voit au Maroc que il y a un grand problème. Bien sûr, l'ami Mouna, mais d'autres zones et d'autres problèmes montrent que nous avons un déficit dans la connaissance, dans un peu l'imaginaire scientifique chez les habitants. Et cette plateforme va en même temps essayer d'évaluer et de proposer des solutions techniques, mais en même temps faire en sorte que les gens comprennent un peu ce qui se passe et apprennent. Et ça va devenir, j'ai parlé au début d'une knowledge management, donc d'une plateforme de gestion des connaissances territoriales au sein donc, d'une communauté territoriale, justement. Et je vous remercie, donc je passe ça, je vous remercie pour ne pas